présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, bonjour Pierre Moscovici, donc je répète ce bonjour, mais en tout cas, donc bienvenue sur notre antenne. Est-ce que vous entendez autour de vous des gens dire c'est long, cette campagne présidentielle? Vous n'avez pas le sentiment même que pour vous, de l'intérieur des QG de campagne, ça commence à être un peu long? Pour nous, autour de François Hollande, c'est long au sens propre du terme. Je n'ai pas dit que c'était trop long. Enfin, ouais. C'est vrai que François Hollande a déclaré sa candidature, je crois, il y a un an, au lendemain des élections cantonales gagnées en Corrèze. Puis il y a eu les primaires qui ont commencé fin juin, et puis la campagne. Donc ça fait très longtemps que nous sommes en campagne, mais non, on ne ressent pas ça parce que on est dans les maintenant 10 derniers jours. Le premier tour approche. C'est au contraire le moment de se mobiliser plus que jamais. Donc c'est pas trop long. Alors commençons par... C'est une campagne qui aura été exceptionnelle, je crois, en réalité. J'entends beaucoup qu'on la moque ou qu'on ne l'apprécie pas. À l'étranger, ils trouvent ça d'un ennui profond. Non, mais je crois pas. Avec aucune proposition originale. Je pense que c'était une campagne assez sérieuse et assez profonde, en vérité. Alors, justement, essayons de réveiller les auditeurs de Radio Classique et de Public Sénat avec des questions un peu offensives. Ce qui m'a frappé en regardant France Télévisions, parce que j'ai évidemment très sérieusement regardé comme Guillaume Tabar, c'est le fait que François Hollande, avec beaucoup de sourire, finalement dit je n'ai plus rien à proposer, tout a été dit, j'attends. Et même, parce que ça c'est le deuxième aspect qui était peut-être le plus étonnant pour nous ici qui sommes des passionnés d'économie, c'est-à-dire il a rajouté après des questions de Pujadas, de toute façon même si l'évolution des marchés est défavorable à la zone euro, j'appliquerai mon programme quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est vraiment, pardonnez-moi de rentrer directement dans le chou, mais est-ce que c'est vraiment sérieux de dire ça? D'abord, la première des choses, il serait quand même surprenant qu'à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, tout à coup... Il dit, je ne vais pas respecter mon programme. Non, on vient de dévoiler quelque chose qui serait absolument inédit. Et je dirais même que l'indécence, l'irrespect, ça a été du côté de Nicolas Sarkozy, président sortant quand même, qui a attendu d'être à 2 semaines de l'élection pour commencer à dévoiler un projet dont en réalité on ne sait pas tout, parce qu'il y a énormément de choses cachées, parce qu'il y a des incohérences. Hier, on a annoncé le projet de... Mais la question, elle portait sur François Hollande. Pour plusieurs années à Bruxelles, et on s'aperçoit qu'il y a en réalité une impasse considérable sur les prélèvements obligatoires dans ce que dit Nicolas Sarkozy. Et donc, je répondais à la première partie de votre question. François Hollande... J'ai tout dit, et quelle que soit l'évolution économique, pour l'instant, j'appliquerai mon programme. François Hollande a respecté les électeurs, il a fait connaître son projet très tôt, c'était en janvier, il s'y est tenu, il y a chez lui de la cohérence, de la constance. Mais comment on peut être constant si l'évolution du système de la zone euro commence à devenir de plus en plus fragile? Je ne vois pas bien le sens de la question. Parce que, en vérité, ce qu'a dit François Hollande, c'est qu'il avait un projet robuste, avec des perspectives de croissance qui étaient tout à fait solides, et qui ne sont pas du tout plus optimistes que celles des instituts officiels. C'est-à-dire que nous avons bâti notre projet sur l'idée qu'il fallait d'abord commencer par redresser l'économie, redresser le pays, redistribuer ensuite, même s'il faut donner tout de suite des indicateurs de changement, notamment en termes de pouvoir d'achat. Et c'est donc un projet très sérieux qui est celui de François Hollande. C'est ça qu'il a dit. Un projet sérieux, un projet constant, un projet cohérent, un projet qui tient compte de la difficulté dans laquelle se trouve la zone euro, un projet qui est un projet de redressement progressif du pays, un projet de changement. Et donc, en effet, il est prévu pour être un projet robuste, y compris dans la tourmente que nous vivons. Et de ce point de vue-là, j'imagine qu'on en parlera, la manière dont se comportent François Fillon, Nicolas Sarkozy, semblant presque indulgents... mais ça, on va en parler. Prenons la question... C'est quand même important, ça. Gilles Leclerc, qu'est-ce que vous dites, campagne sérieuse, la question du retour, en fait, de la crise de l'euro, la crise de la dette dans la campagne, avec une réponse de François Hollande hier soir qui disait, écoutez, moi, je change pas grand-chose, on verra bien, mon programme, de toute façon, répond à cette crise. Mais enfin, la crise, elle peut progresser, elle peut augmenter. Est-ce que le bon sens ne serait-il pas de dire, on s'adaptera en fonction des circonstances, tout simplement. Parce que les prévisions de croissance, elles peuvent moduler. Elles peuvent pour tout le monde. Pour tout le monde, bien sûr. Et par définition, quand se produit un événement incroyable, si s'approfondissait je ne sais quelle crise, eh bien à ce moment-là, je veux dire, c'est l'économie elle-même qui s'adapterait. Et donc, ce que François Hollande a voulu dire, c'est que notre projet n'est pas un projet optimiste. C'est pas un projet qui est basé sur l'idée que tout à coup nous nous retrouverions dans une conjoncture imprévisible, mais au sens positif du terme. C'est un projet qui est un projet extrêmement réaliste. Et dans ce sens-là, il n'y a aujourd'hui aucune raison de le changer. Donc c'est un projet qui peut affronter toutes les tempêtes, c'est ça que vous nous dites ce matin. Franchement, ça n'a pas grand sens ce que vous dites, parce que dès lors qu'il y a tempête, dès lors qu'il y a
comme ça, incertitude, forcément, tout le monde s'adapte. Mais ce que je crois, c'est que la zone euro peut trouver son salut. C'est que la zone euro doit trouver son salut. C'est que ce que nous proposons, y compris, est de nature à l'aider. Et quand François Hollande propose de sortir de la logique d'austérité, qui effectivement met la zone euro dans la difficulté, qu'il propose d'y ajouter une dimension de croissance, une dimension de gouvernance, je pense qu'il offre des solutions qui permettent justement de relancer cette zone euro. Parce que de quoi est-elle menacée? Regardez qui est frappé. Ce fut la Grèce, maintenant c'est l'Espagne. Pourquoi ça? Parce qu'on a imposé aussi à ces économies, qui ne sont pas dans la même situation, contrairement à ce que peut dire Nicolas Sarkozy, provoquant la colère justifiée de Mariano Rajoy et du ministre de l'économie espagnol, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'on ne donne pas de moteurs, qui sont des moteurs de croissance, qui permettent ensuite de restaurer la situation des finances publiques. Donc il faudra se donner collectivement des marges de manœuvre. Je crois que la solution à la difficulté de la zone euro, elle est à la fois dans la responsabilité budgétaire, et de ce point de vue-là, ce que dit François Hollande est extrêmement responsable, extrêmement sérieux, extrêmement crédible, et il ne remet pas en cause les disciplines budgétaires, le retour à des déficits qui soient réduits, puis ensuite à l'équilibre des finances publiques, et ça doit être aussi extrêmement ambitieux et dynamique. Et c'est cette ambition, c'est ce dynamisme qui manque à la zone euro. Juste une question à propos du calendrier du projet. Vous avez même confirmé tout à l'heure qu'il fallait donner tout de suite des signes de changement. Vous avez parlé de pouvoir d'achat. Or, la compensation de ces déficits prévisibles, elle ne sera que plus tard, compte tenu de la réforme fiscale qui ne donnera pas ses fruits tout de suite. Est-ce que vous n'allez pas, dans un premier temps, même s'il y a une compensation après, aggraver justement ces déficits et envoyer donc un mauvais signal? Parce que l'originalité, si j'ose dire, de notre approche, c'est qu'elle est d'abord une approche, encore une fois, extrêmement crédible, sérieuse, et qu'en plus, tout a été prévu chronologiquement. Et donc, oui, c'est pour ça que j'ai regardé le calendrier. Mais il n'y a pas un décalage entre les recettes et les dépenses dans le timing. Je vais prendre deux exemples. Quand je parle pouvoir d'achat, je parle de deux choses. Et François Hollande parle de deux choses. Il parle d'abord de l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2012. C'est un geste donc pour le pouvoir d'achat. Ça coûte tout de suite. Ça coûte assez peu. Tout de suite. Et c'est tout de suite compensé par le plafonnement du quotient familial de 2003 à 2000 euros. Ça, c'est immédiat, cette compensation. C'est sur la loi de finances dès l'automne. Et donc, si vous voulez, c'est une mesure qui est financée. Et la deuxième est une mesure qui n'est pas coûteuse, c'est le blocage du coût du carburant qui est attendu. Et si vous ajoutez ces deux mesures, si vous les rajoutez côte à côte. Les retraites, ça va coûter aussi, ça va faire assez vite. Ça, attendez, ça c'est encore autre chose. Ça aussi, c'est un coût qui s'étale sur une année, et puis qui est prévu avec un financement, je ne vais pas revenir dans le détail, on va pas, de 0,1% sur les cotisations. C'est une mesure qui est limitée, mais néanmoins extrêmement symbolique et extrêmement importante pour ceux qui sont concernés. C'est le retour à la retraite à 60 ans à taux plein pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, à 18 ans, et qui ont leurs annuités. Donc si vous voulez, tout est financé, tout est équilibré, tout est prévu. Et chez nous, il y a de la transparence. Et j'y reviens quand même. Dans le projet de Nicolas Sarkozy, tout est incertain. Tout est caché, tout est dissimulé. D'un côté la transparence, de l'autre côté la clarté, d'un côté l'opacité, de l'autre côté eh bien quelque chose qui est sur la table que les Français peuvent juger. Et je peux vous assurer qu'on peut faire confiance au projet tel qu'il a été conçu, parce que c'est pas un projet qui veut. Mais là vous lancez les accusations. Mais c'est pas un projet. Qu'est-ce qui n'est pas transparent? Qu'est-ce qui est caché dans le projet de Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Je vais donner un exemple, parce que les grands mots c'est bien gentil. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy dit il y aura 40 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, 32 ont été votés. Ça n'est pas vrai. Il y en a une vingtaine qui a été votée. Et des instituts sérieux, y compris plutôt liés à des logiques patronales, ont estimé que ce n'était pas 40 milliards d'euros, mais que c'était 46 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a 25 milliards d'euros de prélèvements qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas expliqués. Et qui va payer en vérité? C'est toujours la même chose, c'est les couches populaires, c'est les couches moyennes. Et je rappelle que la principale proposition fiscale de Nicolas Sarkozy, c'est celle qu'il n'évoque plus, mais elle est toujours là, c'est la TVA dite sociale, qui n'est ni sociale ni économique, qui frappera les couches moyennes. Et ça, vous y revenez tout de suite. Nous l'annulerons. Nous l'annulerons. Alors, question qui revient justement au cœur de la campagne, parce que là on est à la lisière entre l'économie justement et la politique. Quand même sur l'économie, je veux ajouter un mot. On y est. Derrière tout ça, il y a quand même ce dont vous n'avez pas parlé, c'est des accusations indignes, je pèse mes mots, indignes de Nicolas Sarkozy et François Fillon hier,
qui se comportent comme des irresponsables. Quand il laisse à penser que l'arrivée aux responsabilités de François Hollande ferait peur au marché et provoquerait une spirale. Et qui vous dit que c'est pas vrai? Mais écoutez, moi je vais vous dire la vérité. Vous croyez que les marchés, ils ont envie de voir arriver Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly? La vérité, c'est que la crise de la zone euro touche aujourd'hui la Grèce et l'Espagne. La vérité, c'est qu'il arrive que nos propres bourses soient elles-mêmes dans la tourmente. La vérité, c'est que ce que jugent les agences de notation, c'est la situation de l'économie française d'aujourd'hui. La vérité, c'est que ce qu'ils jugent, ce sont les déficits présents. C'est le déficit des finances publiques, c'est le déficit de la sécurité sociale, c'est la situation, c'est les fondamentaux de notre économie, c'est le déficit du commerce extérieur. Quelquefois, ils anticipent aussi tout ça, c'est la gestion de Nicolas Sarkozy. Et puis ce qu'il voit aussi, c'est que le triple A a été perdu sous ce gouvernement, avec ce président. Et donc honnêtement, tant qu'ils sont en responsabilité, par une agence qui est revenue sur ce qu'elle avait dit. Non, totalement inexact. Par une agence qui est allée complètement, par une autre qui a donné des perspectives négatives, et par une troisième qui a dit qu'elle se prononcerait plus tard. Et tout le monde voit que la situation de la France est une situation qui, hélas, sur le plan économique, n'est pas bonne. Alors quand on a ce bilan-là, on a de la décence, on a de la pudeur, on ne fait pas de procès d'intention aux autres, et tant qu'on est aux responsabilités, on n'agite pas le spectre de la spéculation. Et moi, je les accuse d'avoir fait ça. Je dis que c'est un comportement indigne de responsable, et je dis que le responsable dans cette affaire, celui qui a une vraie logique de responsabilité, c'est François Hollande. Parce que précisément, lui, il est totalement dans l'idée du sérieux budgétaire, même s'il veut ajouter des dimensions qui sont les dimensions Déplaçons le débat, comme quand François Langlais hier disait à François Hollande, justement, et lui rappelait les propos de Didier Migaud, parce que c'est aussi une des interrogations, je ne vais pas dire des accusations, mais des interrogations sur la gestion de la gauche. C'est-à-dire de dire que finalement, la gauche, comme c'est son électorat, préserve une fonction publique pléthorique dont la France n'a absolument pas besoin, contrairement à beaucoup d'autres pays. Est-ce que cet argument n'est pas recevable? Alors on comprend celui de la défense du pouvoir d'achat, mais est-ce qu'on est obligé de vivre avec une fonction publique, notamment sur le plan local, qui est pléthorique? Je reviens sur cet argument pour dire que ce qui est prévu dans notre projet, c'est de passer la part de la dépense publique qui est aujourd'hui il l'a dit, il l'a écrit, qui est aujourd'hui de 56% du PIB à 53% du PIB, d'ailleurs un chiffre comparable à ce qui a été annoncé à Bruxelles. Et comment ça? En faisant progresser de manière extrêmement faible, moins forte que la croissance et l'inflation, la part de la dépense publique, 1% par an, et en ne créant pas d'emplois de fonctionnaires, en ne créant pas d'emplois de fonctionnaires globalement pendant les 5 ans qui viennent. Nous sommes, nous aussi, sur une moindre réduction de la dépense publique. Et il est inexact de faire cela. Quant aux collectivités locales, dont j'observe qu'elles sont les nouveaux boucs émissaires ou les nouvelles cibles de Nicolas Sarkozy, je veux dire qu'elles sont aussi à l'origine de 75% de l'investissement public, qu'elles représentent des services publics locaux, et qu'il faut leur donner, au contraire, non pas des dépenses supplémentaires, parce qu'il faut un cadre de stabilité, mais de la force. Mais pourquoi les effectifs sont largement supérieurs à des pays qui nous ressemblent, type l'Allemagne ou d'autres? Pourquoi on a beaucoup plus de fonctionnaires que les autres pays? Écoutez, ça c'est notre histoire, c'est notre modèle social, et en effet, ce que je dis ici, c'est que le projet caché de Nicolas Sarkozy, c'est d'abord l'austérité pour tout le monde et pour tout le temps, et surtout pour quelques-uns, et que ce n'est pas une perspective ni pour l'Europe ni pour la France. Je dis que son projet, ce sont les classes moyennes qui seront ponctionnées davantage et que c'est caché. Je dis que son projet, ce sont les corps intermédiaires, je mets des guillemets là parce que pour moi c'est la démocratie qui est attaquée et c'est les services publics qui sont menacés et la casse de notre modèle social que nous voulons protéger. Et je dis enfin que cette attitude de méfiance envers tous dans une démocratie qu'il s'agit de faire fonctionner est une attitude qui nous mènerait, si Nicolas Sarkozy était réélu, franchement, à une situation extrêmement préoccupante de blocage du pays. Gilles Leclerc, dernière question. J'en suis persuadé. Dernière question politique. Il y a un de vos alliés, en l'occurrence Jean-Pierre Chevènement, qui était avec votre candidat à Besançon avant-hier, qui a l'air de douter de l'accord entre les Verts et François et le Parti socialiste, compte tenu du score peut-être pas très bon d'Eva Joly au second tour. Est-ce que vous pouvez dire ici que cet accord, quoi qu'il advienne, quels que soient les chiffres, restera valable? Moi, j'ai toujours eu une logique un peu juridique sur ce plan-là. Je dis pacta sunt servanda, une belle expression latine qui veut dire que les accords sont faits pour être respectés. Des accords ont été signés entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, entre Martine Aubry et Cécile Duflot. Ces accords seront respectés. Ça, je parle de l'accord électoral. Quant au fond, François Hollande a donné sa réponse hier. Il a dit que c'était sur le projet présidentiel. Oui, lui, il s'occupe du projet, c'est le Premier ministre et le Premier secrétaire du PS qui verrait les accords. Y compris en termes mais c'est important, en termes de transition énergétique, c'est ce qu'il a dit qui fait foi. Et c'est ce qu'il a dit qui sera appliqué. Merci Pierre Moscovici, bonne journée à vous. Donc, bonne journée à vous. Et nous nous retrouvons dans un instant. Gilles, on se retrouve évidemment demain pour la suite effectivement de ces interviews. À 10 jours maintenant du premier tour de cette élection présidentielle. Dans une seconde, le rappel des titres et la revue de presse.